Donner du riz, mais pas de bois. Prêter un vêtement, mais pas de chaussures. Donner du riz, c'est parce que il faut avoir le ventre plein pour suivre la voie. Et donner du riz à une personne pauvre et affamée, c'est aussi accumuler des mérites pour soi-même. C'est pourquoi la plupart des gens ne refuseront pas. Mais le bois, on en trouve partout. Il suffit d'avoir le courage de travailler dur et on n'en manquera pas. Les anciens disaient « Il faut aider dans l'urgence, pas dans la pauvreté », c'est-à-dire qu'il faut venir en aide à ceux qui traversent une épreuve passagère et non à ceux qui sont condamnés à rester pauvres. Car ils ne comptent que sur l'aide apportée, sans travailler avec ardeur, paresseux, négligents et dépendants. Ils s'appuient uniquement sur nous sans aucune volonté de progresser dans la vie. On ne demande pas à emprunter des chaussures et on ne prête pas non plus des chaussures, car chacun a une pointure différente. Il est très difficile de trouver une paire parfaitement adaptée. Il en va de même pour le chemin de la vie. Aucun n'est identique à un autre. Mon chemin a mené au succès. Mais si tu fais exactement comme moi, tu ne réussiras pas forcément, car la vision du monde et les forces de chacun sont différentes. Il faut donc savoir utiliser ce que l'on a de propre, sa volonté personnelle, pour trouver la voie qui nous convient le mieux. Deuxièmement, entraîner un coq de combat. Zhuangzi raconte aussi une histoire à propos de l'entraînement des coqs de combat. Ji Chengzi élevait des coqs pour le grand roi. Le grand roi, manifestement passionné par les combats de coqs, espérait que Ji Chengzi puisse former un coq exceptionnel, prêt à entrer rapidement en lice. Après 10 jours passés, le grand roi demanda à Ji Chengzi « Mon coq peut-il entrer en combat maintenant ?» Ji Chengzi répondit « Pas encore, car ce coq compte encore sur sa vigueur et sa force. Il intimide constamment les autres. Ses ailes sont largement déployées, ses yeux brillent comme des éclairs. Il est extrêmement arrogant. » Les gens ordinaires, ne comprenant pas, pensent qu'un coq de combat ainsi est le meilleur pour aller se battre. Cependant, ceux qui s'y connaissent vraiment en entraînement de coq de combat estiment qu'un tel comportement est fondamentalement inacceptable. 10 jours de plus s'écoulèrent. Le grand roi interrogea de nouveau Ji Chengzi au sujet du coq. Ji Chengzi répondit encore « Toujours pas ». Bien que son énergie débordante commence à s'atténuer, il suffit qu'un autre coq bouge pour qu'il réagisse aussitôt, prêt à se battre. À ce stade, ce n'est donc pas encore possible. Encore 10 jours passèrent. Le grand roi demanda, et Ji Chengzi répondit de nouveau « Toujours pas ». Bien qu'à présent il ne réagisse plus aussi vivement qu'avant aux choses extérieures, il y a encore dans son regard une certaine rancune. Il faut attendre encore un peu. 10 jours de plus s'écoulèrent. Le grand roi interrogea Ji Chengzi. Ji Chengzi répondit « À présent, c'est à peu près bon. Même si d'autres coqs s'agitent ou cherchent la provocation, il n'y prête plus aucune attention. À quoi ressemble-t-il maintenant ? Il a exactement l'apparence de ce que l'on appelle dans le langage populaire aussi bête qu'un coq de bois. » Ji Chengzi dit « Ce coq a désormais été entraîné jusqu'à devenir un véritable coq de bois. Son esprit est tourné vers l'intérieur. Sa nature a atteint le plus haut degré de perfection. Il se contemple lui-même. Ainsi, ce coq reste simplement debout et quel que soit le coq qui le regarde, son esprit est aussitôt troublé et il s'enfuit. À ce moment-là, il est prêt à entrer en combat. Habituellement, nous pensons qu'un coq destiné au combat doit ressembler à un vaillant guerrier, comme un tambour de guerre, plein d'une énergie débordante, d'un esprit combatif indomptable et d'une détermination à vaincre, même au prix de la mort. Cependant, Zhuangzi nous montre un niveau bien plus élevé. C'est un état où l'on élimine couche par couche l'arrogance extérieure, en concentrant toute la puissance intérieure vers l'intérieur. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'a pas de volonté de combattre, mais que cette volonté doit être dirigée vers l'intérieur. L'homme doit se tourner vers lui-même, apprendre à se regarder. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut atteindre la plénitude de la vertu, le plus haut niveau qu'un combattant puisse atteindre, et remporter la victoire non par la technique ou la force, mais par la vertu.
Troisièmement, l'herbe aux poils pointus. Il n'existe aucun raccourci vers le succès qui ne passe pas par une discipline rigoureuse. Toute personne qui souhaite accomplir quelque chose doit fournir énormément d'efforts, échouer un nombre incalculable de fois, afin d'accumuler une précieuse expérience qui pavera la voie de son avenir. Lors d'un concert, un musicien a captivé le public par l'excellence de son interprétation. À la fin du concert, un critique musical s'est approché pour le saluer et lui a déclaré qu'il était un génie rare en ce siècle. Le musicien, après avoir écouté, répondit « Tout le monde aime employer le mot génie en voyant mes performances réussies, mais ils ignorent combien un génie doit travailler dur pour mériter sa renommée. » La loi de l'herbe aux poils pointus. Sur la savane africaine pousse une plante appelée herbe aux poils pointus. On la surnomme aussi le roi de la savane, mais son processus de croissance est très différent de celui des plantes ordinaires. Durant les 6 premiers mois, l'herbe aux poils pointus est presque l'herbe la plus courte. Lorsque le printemps arrive, les autres herbes poussent à toute allure, mais l'herbe aux poils pointus ne dépasse guère la hauteur d'une main. Elle semble fragile et misérable. Il est même difficile d'observer chez elle le moindre signe de croissance. Mais 6 mois plus tard, lorsque la saison des pluies commence, grâce à l'eau de pluie, l'herbe aux poils pointus se met soudainement à pousser comme si elle avait été ensorcelée. Chaque jour, elle pousse très rapidement et en quelques jours seulement, l'herbe aux poils pointus peut atteindre plus de 2 mètres de hauteur, formant un véritable mur végétal solide. Pourquoi cette herbe peut-elle croître aussi vite? C'est parce que, pendant les 6 mois précédents, alors que les autres plantes s'empressaient de grandir, l'herbe aux poils pointus avait choisi une autre voie. Elle continuait à enraciner profondément dans le sol. Chaque jour, elle pousse très rapidement et en quelques jours seulement, l'herbe aux poils pointus peut atteindre plus de 2 mètres de hauteur, formant un véritable mur végétal solide. Pourquoi cette herbe peut-elle croître aussi vite? C'est parce que, pendant les 6 mois précédents, alors que les autres plantes s'empressaient de grandir, l'herbe aux poils pointus avait choisi une autre voie. Elle continuait à enraciner profondément dans le sol. Enfin, lorsqu'une forte pluie survient, l'herbe aux poils pointus concentre sa croissance vers l'intérieur. Tandis que les autres herbes ondulent et attirent tous les regards, elle ne se laisse nullement perturber, et encore moins tenter de rivaliser avec les autres. Elle se contente de s'enrichir elle-même et de se développer de manière stable. Quand la grande pluie éclate, l'herbe aux poils pointus libère enfin la force qu'elle a patiemment accumulée. Elle se dresse fièrement face aux intempéries, poussant à contre-courant, et en un clin d'œil, elle donne naissance à un spectacle extraordinaire. Pour la plupart des gens, ils ne voient que la croissance rapide de l'herbe aux poils pointus en peu de temps, sans savoir à quel point ses racines ont dû s'enfoncer profondément dans la terre pour lui permettre de se développer aussi vite tout en résistant aux agressions des pluies et des tempêtes. En réalité, l'histoire du musicien talentueux mentionné plus haut et celle de l'herbe aux poils pointus nous rappellent, sans s'être concertés, que le succès et les miracles que tout le monde admire proviennent tous de l'effort personnel. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas voir nos efforts récompensés, car chaque petite parcelle d'effort sera un jour accumulée pour l'avenir. La plus grande différence entre la réussite et l'échec ne réside pas dans le quotient intellectuel ou les capacités, mais dans la persévérance et la ténacité. Le grand écrivain Tagore a dit un jour « La lumière est juste devant vous. Il suffit de supporter la douleur et de traverser les ténèbres profondes. Votre fardeau deviendra un cadeau et votre souffrance vous éclairera le chemin. » Puissent ceux qui poursuivent leur idéal, malgré toutes les souffrances de la vie, savoir les transformer en une lampe qui éclaire leur avenir, illuminant leur propre chemin. Quatrièmement, tu vas bien?
Dans les relations humaines, une simple phrase peut réchauffer le cœur et apaiser l'âme, mais à l'inverse, elle peut aussi laisser une rancune pour toute une vie. Je suis enseignant. Dans ma mission d'éducation, je conseille souvent aux parents d'élèves que, si un enfant casse par mégarde une assiette ou abîme un objet, la première phrase qu'un parent devrait dire est « Tu ne t'es pas fait mal ?» L'attention et l'amour envers les enfants doivent toujours primer sur l'attachement aux objets matériels. Après tout, une assiette cassée peut être remplacée, mais si l'on gronde ou frappe l'enfant, on risque d'abîmer le lien affectif. Comme du verre brisé, peu importe comment on essaie de le recoller, la fissure ne disparaîtra jamais complètement. Dans le programme éducatif de Taïwan avant les années 1990, figuraient encore des leçons sur la maîtrise de soi, le développement du caractère et la culture morale. À cette époque, les manuels scolaires utilisaient souvent les récits du préfet Liu Quan, un haut fonctionnaire de la dynastie des Han de l'Est, comme support d'enseignement. On raconte qu'un jour, alors que Liu Huan, vêtu avec soin, s'apprêtait à se rendre à la cour, un serviteur apporta un bol de soupe, mais, par mégarde, le renversa, salissant entièrement les habits de cérémonie de Liu Huan. Contrairement à ce que le serviteur craignait, pensant être sévèrement réprimandé, Liu Huan, le visage serein, lui demanda avec bienveillance « Ce bol de soupe ne t'a pas brûlé, j'espère ?» Liu Quan est véritablement un modèle de tolérance et de générosité. On peut dire que l'attention portée aux autres restera toujours la première leçon de la vie. Une autre fois, alors qu'il conduisait son char tiré par un bœuf, un homme qui avait perdu le sien insista en affirmant que le bœuf de Liu Quan était le sien. Sans dire un mot, Liu Quan descendit aussitôt de son char, remit l'animal à cet homme, puis rentra chez lui à pied. Peu de temps après, l'homme qui avait perdu son bœuf retrouva le sien, se rendit en hâte à la résidence de Liu Huan pour lui rendre l'animal et s'excusa en se prosternant. Liu Huan le releva aussitôt et lui dit « L'apparence des bœufs se ressemble beaucoup, il est donc facile de se tromper. D'ailleurs, tu n'as pas hésité à te donner la peine de me le rapporter, c'est une bonne action. Pourquoi donc devrais-tu t'excuser ?» Liu Quan est véritablement un exemple de vertu, un homme qui force le respect. Je me souviens encore très bien du début des années 1980 lorsque j'enseignais pour la première fois dans un stage de tennis de table. J'étais chargée de bloquer les balles et les élèves se relayaient pour attaquer. Lorsque ce fut le tour d'un élève nommé K, il frappa la balle avec tant d'élan que, n'ayant pas bien saisi sa raquette, celle-ci s'échappa de ses mains, vola droit vers mon front et me frappa en plein milieu. Mes lunettes tombèrent par terre et se brisèrent en 1000 morceaux. À ce moment-là, je vis le visage de l'élève devenir livide, figé sur place sans pouvoir bouger. Je m'approchai aussitôt de lui, lui tapotai l'épaule et dis « Ce n'est rien, tu n'as pas à avoir peur ». Je me baissai pour ramasser mes lunettes brisées en deux, dont les verres étaient déjà fendus. Puis, je dis aux autres élèves « Allez, on continue l'entraînement ». À vrai dire, même par la suite, je n'ai jamais vraiment compris comment j'avais pu réagir avec autant de calme et de bienveillance. Je me disais que je n'étais pourtant pas une personne comme cela. Il est indéniable que les histoires historiques du maître Liu Huan m'ont véritablement transformé. En tant qu'enseignant, lorsqu'on transmet des principes à ses élèves, ces mêmes principes s'impriment profondément dans le cœur de celui qui les enseigne, l'amenant ainsi à maîtriser ses propres élans. C'est véritablement une chose précieuse. Les amis, lorsqu'ils sont ensemble, doivent impérativement accorder plus d'importance aux personnes qu'à l'argent. Être parent, c'est aimer ses enfants davantage que les objets endommagés. Voilà l'esprit de l'humanisme, la boussole qui guide l'être humain. 5. Il est difficile d'être confus. Il est difficile d'être confus, Nandé Ru Tu est une célèbre citation de Zheng Banxiao, un calligraphe et peintre de la dynastie Qing. L'auteur a déjà commenté la phrase Nandé Hu Tu en disant
Il est difficile d'être intelligent, il est difficile d'être confus, il est encore plus difficile de passer de l'intelligence à la confusion. Lâcher prise, faire un pas en arrière, c'est apaiser son cœur sans attendre de récompense à l'avenir. Quelqu'un a dit que la vie humaine se résume à 2 choses: être lucide dans le travail, être confus dans les relations humaines. La confusion est un état d'esprit, mais aussi une forme d'accomplissement. Aux yeux de Confucius, la confusion est l'expression même de la voie du juste milieu. Aux yeux des personnes âgées, la confusion est le non-agir. Aux yeux de Zhuangzi, la confusion est la liberté absolue. Il y a bien des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Inutile d'être trop lucide ni de tout comprendre avec acuité. En réalité, la vie est fondamentalement floue. La joie et le bonheur se nichent précisément dans cette part de flou. Mais dès l'instant où l'on s'éveille, toute cette joie et ce bonheur se dissipent comme des nuages. Dans la vie, il arrive que l'on doive vivre avec une certaine confusion, fermer un œil pour mieux supporter le monde. C'est se montrer indulgent vers soi-même, mais aussi envers les autres. Ceux qui passent leur temps à tout calculer sont, le plus souvent, privés de joie. Être confus avec ses amis, c'est ne pas tout compter pour que l'amitié dure. Être confus avec l'être aimé, c'est laisser à chacun un espace de liberté. Être confus face à l'argent et au profit, c'est s'épargner douleur et colère. Confus face aux relations humaines, la conscience reste en paix. Confus face aux rumeurs infondées, les oreilles restent tranquilles. Le chemin de la vie doit être parcouru dans la confusion, avec joie, et l'on est heureux lorsqu'on sait se contenter de ce que l'on a. Un jour, un père perdit accidentellement sa montre bracelet. Agacé, il fouilla partout sans parvenir à la retrouver. Lorsqu'il sortit, son enfant entra discrètement dans la pièce et retrouva la montre en un rien de temps. Le père demanda « Comment as-tu pu la retrouver ?» L'enfant répondit « Je me suis juste assis en silence et après un moment, j'ai entendu un petit bruit de tic-tac, alors j'ai pu la trouver. » Réflexion. Plus nous cherchons avec impatience, moins nous trouvons ce que nous désirons. Ce n'est qu'en restant calme que l'on peut entendre la voix au fond de soi. Un vieil homme vivait près de la frontière et élevait des chevaux. Un jour, le cheval précieux du vieil homme partit vers le nord et ne revint pas. Les voisins virent le voir pour lui présenter leurs condoléances, mais il resta très calme, sans la moindre tristesse sur le visage, et dit « Perdre un cheval, qui sait, c'est peut-être un présage de bonheur. » Quelques jours plus tard, le cheval revint soudainement et en plus, il ramena avec lui plusieurs superbes étalons. Tout le monde fut stupéfait. Les gens virent féliciter le vieil homme. C'est vraiment un malheur qui se transforme en bonheur. Tout le monde le félicita. Félicitations! Non seulement vous n'avez pas perdu votre cheval, mais vous en avez même gagné plusieurs. Chacun pensait que le vieil homme serait très heureux, mais contre toute attente, il répondit simplement « Gagner des chevaux, qui sait, cela pourrait être un malheur. » Les voisins ne comprirent pas vraiment, mais n'ajoutèrent rien et rentrèrent chez eux. Son fils, attiré par la beauté des chevaux, voulut apprendre à monter, mais par imprudence, il tomba et se fractura la jambe. En apprenant la nouvelle, tout le monde accourut pour lui témoigner son soutien. Comme les fois précédentes, le vieil homme n'y prêta guère attention et se contenta de dire une phrase des plus ordinaires. Qui sait, cela pourrait être une bénédiction? Peu après, le gouvernement émit un décret obligeant tous les jeunes hommes du village à partir à la guerre, sous peine de sévères sanctions. Le fils du vieil homme, à cause de sa jambe cassée, fut exempté. Ce n'est qu'à ce moment-là que ceux dont les fils étaient partis au combat réalisèrent à quel point la famille du vieil homme était chanceuse. En somme, toutes les choses en ce monde mêlent bonheur et malheur. Il convient donc de vivre en suivant le cours naturel des choses, sans s'attacher à la perte ou au gain. Tout vient des circonstances. Il faut faire de son mieux, s'investir pleinement, sans s'obstiner sur le résultat. La réussite ou l'échec relève du destin, et parfois,
La joie réside dans le parcours lui-même plutôt que dans le but atteint. Il ne faut ni se laisser remporter par l'euphorie du succès, ni s'inquiéter outre mesure des pertes ou des échecs. 8. L'aigle qui s'arrache les plumes. Il était une fois 2 aigles. L'un volait très vite, l'autre très lentement. L'aigle lent était rongé par la jalousie, alors il chercha par tous les moyens à nuire à son rival. Mais au final, il ne réussit pas à faire perdre une seule plume à l'aigle rapide, tandis que lui-même finit par en souffrir. Un jour, l'aigle lent, envieux de l'autre, dit au chasseur « Là-bas, il y a un aigle qui vole vite, tire-lui une flèche !» Le chasseur dit « C'est possible, mais il me manque une plume pour ma flèche. Pourrais-tu m'en donner une ?» L'aigle répondit « D'accord, du moment que tu peux l'atteindre, une plume n'est rien du tout. » Puis il arracha une de ses plumes et la jeta généreusement au chasseur. Celui-ci plaça la flèche sur son arc, visa l'aigle qui volait vite et tira, mais comme l'autre était déjà trop haut, la flèche manqua sa cible. Le chasseur se tourna vers l'aigle qui volait lentement et lui dit « Arrache-moi encore une plume, qu'en dis-tu » L'aigle répondit « D'accord » et il arracha aussitôt une autre plume pour la donner au chasseur. Cependant, cette fois encore, la flèche manqua sa cible. Ainsi, à chaque flèche tirée, une plume de l'aigle était arrachée et pourtant, le chasseur n'arrivait toujours pas à atteindre l'aigle rapide. L'aigle qui volait lentement s'était désormais arraché toutes ses plumes. Son corps était nu. Il ne pouvait plus voler. Le chasseur, quant à lui, sourit et dit à l'aigle « Voici un aigle incapable de voler. Pourquoi devrais-je me donner tant de mal à viser celui qui est dans le ciel ?» Sur ces mots, le chasseur attrapa l'aigle dépouillé. De cette histoire, 2 leçons se dégagent. Celui qui cherche à nuire aux autres finit par se nuire à lui-même. Quelqu'un voulait creuser un trou pour piéger autrui, mais ce trou devint finalement sa propre tombe. Un vers dit « Il creusa un trou profond, mais tomba dans le trou qu'il avait lui-même creusé. » Qu'est-ce qui a poussé l'aigle à s'arracher ses propres plumes? C'est la jalousie qui lui rendait insupportable de voir un autre aigle voler plus haut et plus vite que lui. Tout vient du fléau de la jalousie. Réfléchissons un instant. Qui serait en colère ou mécontent de voir son frère ou sa sœur exceller? N'est-ce pas là un esprit malveillant? Lorsque nous nous mettons en colère, c'est précisément le moment où nous faisons ce que les démons souhaitent que nous fassions. Plus on vole haut, plus on est en sécurité. Pensez à l'aigle visé par la méchanceté. Pourquoi n'a-t-il pas été abattu? Parce qu'il volait haut. Plus une personne vole haut, moins elle craint d'être sabotée. Plus une personne vole haut, moins elle redoute d'être mise en difficulté. Voler en hauteur, c'est la sécurité. Ainsi, si vous voulez surmonter l'adversité et empêcher certains de vous atteindre, efforcez-vous de vous élever toujours plus. Ne convoite pas l'épouse d'autrui, ne touche pas au mari d'autrui. Ce proverbe « Ne convoite pas l'épouse d'autrui, ne touche pas au mari d'autrui » est un avertissement que nos ancêtres ont voulu transmettre aux générations futures. Que l'on soit marié ou non, il est interdit de convoiter ou d'entretenir une proximité excessive avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Il faut absolument faire attention aux convenances et garder une juste mesure, car cela constitue un interdit majeur dans la morale humaine. Dans le chapitre 82, Le voyage en Occident, il est raconté que Tang Sanzang et ses disciples, pour traverser la montagne des flammes, doivent emprunter l'éventail Bathieu à la princesse Éventail de Fer, épouse de Niu Mo Wang. En entendant cela, Sun Wukong pense que ce sera chose facile, car lui et Niu Mo Wang sont frères de sang. Sun Wukong, très confiant, alla voir sa belle-sœur pour lui emprunter l'éventail. Mais contre toute attente, Niu Mo Wang, ne comprenant pas la situation, réprimanda violemment Sun Wukong. « La dernière fois, tu as trompé ma femme pour lui emprunter l'éventail. Elle a refusé et est venue me voir. Et maintenant tu veux encore la poursuivre?
Comme on dit, il ne faut pas maltraiter la femme de ton ami. Depuis lors, cette dernière phrase de Newmo Wang s'est largement répandue et est devenue bien connue. Cependant, cette phrase possède une seconde partie que peu de gens connaissent. La femme de ton ami, il ne faut pas la convoiter ni l'humilier. Cette maxime s'adresse aux hommes. Elle signifiait qu'en plus de ne pas maltraiter ni tromper la femme de ton ami, le terme « humilier » renvoie aussi à l'idée de la lui disputer. En d'autres termes, il ne faut jamais nourrir la moindre pensée à l'égard de l'épouse ou de la concubine de ton ami. C'est un principe transmis depuis l'Antiquité. Car chacun de nous a dans sa vie des amis proches, et le plus grand interdit, c'est d'être trop familier avec la femme de son ami. Si entre toi et la femme de ton ami, il y a des gestes trop intimes ou une attitude équivoque, cela ne manquera pas de susciter les commérages autour de vous, nuira à l'amitié que vous partagez, voire portera atteinte à la relation conjugale de ton ami lui-même. Il y a une histoire datant de la dynastie Song, où Liu Ji et Jiang Zheng étaient des frères de cœur très proches. Par la suite, Liu Ji épousa une jeune femme nommée Wang Mai. Jiang Zheng avait l'habitude de venir chez Liu Ji pour passer du temps et partager les repas. Après un long moment, il développa des sentiments pour Wang Mai, qu'il trouvait vertueuse. Liu Ji remarqua également cela chez son ami, mais il lui était bien difficile d'en parler ouvertement. Un jour, Liu Ji et sa femme invitèrent Jiang Zheng à dîner dans une auberge. À ce moment-là, un serveur renversa accidentellement de la soupe sur les vêtements de Jiang Zheng en posant les plats sur la table. Liu Ji saisit cette occasion pour dire « Il ne l'a pas fait exprès, la soupe était trop pleine, pardonnons-lui ». De retour chez lui, Jiang Zheng, honteux, comprit son erreur et cessa dès lors d'éprouver de l'admiration pour Wang Mai. Avec le développement de la société, la morale humaine s'est dégradée et de nos jours, beaucoup de gens ne prêtent plus attention à cette manière de penser. Aujourd'hui, la phrase « la femme de ton ami ne doit pas être offensée » est devenue « avec la femme de ton ami, nul besoin d'être réservé », ce qui explique pourquoi il y a tant de cas où l'on voit des frères se voler la femme l'un de l'autre. En réalité, le proverbe « la femme de ton ami ne doit pas être offensée » sert d'avertissement. Il faut impérativement maîtriser ses désirs intérieurs, ne pas transgresser ses propres principes moraux et ne jamais maltraiter ou convoiter la femme d'un ami. Le mari de ton ami ne doit pas être touché. La femme de ton ami ne doit pas être offensée. A en réalité une seconde moitié, peu connue. Le mari de ton ami ne doit pas être touché. De manière analogue à la première partie, cette phrase s'adresse cette fois aux femmes. Elle signifie que les femmes doivent également garder leur distance avec le mari de leur ami. Les anciens disaient « Hommes et femmes ne doivent pas se toucher ». Cette phrase ne fait pas seulement référence au contact physique entre un homme et une femme. Les anciens disaient que « trop » signifie transmettre, et ce qui est transmis entre un homme et une femme ne peut l'être directement, mais doit passer par une tierce personne. Les rites du confucianisme insistent sur le fait que, de manière générale, un homme et une femme ne doivent pas avoir de contacts intimes et qu'une femme ne peut entretenir de relations ambiguës avec aucun autre homme que son propre mari. Mais de nos jours, de nombreuses femmes ne se contentent pas d'aimer intentionnellement le mari de leur ami, elles utilisent tous les moyens pour le lui ravir. Il existe une série télévisée intitulée « L'amour n'a pas de tort, la faute est à l'ami » qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes, autrefois très proches, mais qui finissent par devenir ennemies irréconciliables à cause d'un homme. Le scénario est très triste, mais dans la réalité actuelle, ce genre de situation se produit très souvent, parfois même juste autour de nous. Certaines personnes semblent même se reconnaître à travers cette série. C'est pourquoi quelqu'un a dit « Au début, je ne comprenais pas le sens du film, mais en le regardant davantage, je me suis rendu compte que j'en étais devenu le personnage. » Depuis toujours, la tierce personne est vivement critiquée. Lorsqu'on est déjà en couple, il ne faut pas admirer le conjoint de son ami,
mais plutôt savoir apprécier les qualités de son propre partenaire. Pour les personnes célibataires, il ne faut pas nourrir de sentiments pour le mari de votre ami. Cherchez plutôt un amour véritable qui ne soit à personne d'autre. En réalité, que vous soyez homme ou femme, il est essentiel de rester mesuré dans vos relations avec le sexe opposé. 10e point. Les personnes intelligentes ne se vantent pas de 4 choses. Zhang Chao, sous la dynastie Qing, a écrit dans Rêve éveillé d'un ermitage que Le voyage en Occident est un livre d'éveil. Il semble raconter l'histoire du voyage de Tang Sanzang vers l'ouest pour aller chercher les écritures sacrées, ponctué de rencontres avec démons et monstres, mais en réalité, il interprète la saveur même de la condition humaine. Dans ce livre, chaque personnage, à chaque épreuve traversée, incarne une sagesse dans l'art de se comporter en société. Ce n'est qu'après avoir lu Le voyage en Occident que l'on comprenne qu'une personne de haut niveau ne se vante jamais de ces 4 choses. Ne pas se vanter de sa richesse. Lorsque le maître Tang Sanzang et ses disciples passèrent par le monastère de la déesse Guanyin, ils furent chaleureusement accueillis par l'abbé Jinchi. Ce dernier, voyant que Tang Sanzang avait une allure hors du commun et venait d'un pays prospère et riche, pensa qu'il portait sûrement sur lui des trésors précieux. Mais Tang Sanzang était un homme modeste. Non seulement il ne possédait pas de trésors, mais même s'il en avait eu, jamais il ne se serait vanté de les montrer. Mais Sun Wukong était différent. Ce singe-là aimait non seulement se vanter, mais aussi semer la discorde. Voyant l'abbé Jinchi fanfaronner et se vanter sans retenue, Wukong ne put s'empêcher de se fâcher. Il incita alors Tang Sanzang à sortir la somptueuse robe de Kashaya offerte par le Bouddha. À ces mots, Tang Sanzang secoua vivement la tête et répondit « Mon disciple, ne rivalise pas avec les autres pour montrer ta richesse ou ta grandeur. Toi et moi n'avons pas de proches ici. J'ai peur que cela n'attire des ennuis. » Malgré les avertissements de Tang Sanzang, Wukong fit la sourde oreille et ne pensa qu'à exhiber la robe de Kashaya devant l'abbé Jinchi. Cela éveilla aussitôt la convoitise de ce dernier, qui imagina 1000 stratagèmes pour s'emparer du trésor, allant jusqu'à faire appel à un démon ours noir, provoquant ainsi bien des troubles sans raison. Dans le Zhenguangxian Wen, on trouve ce proverbe « Un voyageur ne se sépare pas de ses biens. Une richesse ne doit pas être exposée au grand jour. » Se vanter de sa fortune ne fait qu'éveiller la jalousie et la convoitise des autres sans apporter le moindre avantage. Une personne riche intérieurement n'a nul besoin d'exhiber ou d'étaler ses talents au dehors. Une histoire semblable est également rapportée dans le Shishuo Simyo. Sous la dynastie des Jin de l'Ouest, il y avait un homme riche nommé Shi Chong. Son plus grand plaisir était d'afficher sa richesse de manière extravagante. Un jour, Shi Chong se mesura à Wang Kai, le beau-frère de l'empereur, pour déterminer lequel des deux était le plus fortuné. Wang Kai ordonna à ses serviteurs de laver casseroles et vaisselles avec de l'eau sucrée, tandis que Shi Chong demanda aux siens d'utiliser des chandelles à la place du bois pour alimenter le feu servant à faire cuire le riz. Wang Kai utilisa de la résine rouge pour peindre ses murs, tandis que la famille de Shi Chong alla jusqu'à utiliser des grains de poivre précieux pour les enduire. Shi Chong possédait une richesse colossale et surpassait toujours Wang Kai d'un cran. Bien que cette démonstration de fortune était une réussite, elle attira l'attention de personnes mal intentionnées. Par la suite, le prince Zhao, Sima Lun, prit le pouvoir à la cour et Sun Xiu, un proche de Sima Lun, qui convoitait depuis longtemps la richesse de Shi Chong, l'accusa alors de comploter une rébellion. Finalement, toute la famille de Shi Chong fut décapitée. Sa fortune fut confisquée par Sun Xiu et il connut une fin tragique, perdant à la fois sa vie et ses biens. Quelqu'un a dit un jour que la bêtise et la richesse réunies ne peuvent que conduire à l'autodestruction. Chercher à satisfaire une vanité passagère en exhibant sa prétendue richesse,
C'est là la plus grande des sottises. Se vanter de sa fortune ne suscite pas le respect sincère des autres, mais ne fait que révéler la pauvreté d'esprit de celui qui s'y adonne. Ne pas se vanter de ses capacités. Depuis que Sun Wukong devint le disciple de Maître Bodhi, il se mit à étudier avec assiduité. Très rapidement, Wukong maîtrisa la technique du nuage magique et les 72 transformations. Un jour, alors qu'il s'entraînait seul, ses frères d'armes vinrent en nombre le pousser à démontrer ses pouvoirs pour amuser tout le monde. Wukong, de nature turbulente, ne résista pas à l'envie. Devant tout le monde, il monta sur les nuages, fendit les airs, se transforma à l'infini. Après l'avoir appris, le patriarche Bodhi réprimanda Wukong. « Pourquoi te vantes-tu de tes capacités ? Si tu convoites ce que possèdent les autres, ne penseraient-ils pas de même en te voyant ? Si tu crains les ennuis, il te faudra leur transmettre ton savoir. Si tu refuses, ils te nuiront et même ta vie ne sera plus en sécurité. » Face aux reproches de son maître, Wukong ne cessa de s'excuser, mais il n'en retint jamais la leçon. Plus tard, lors du grand tumulte au palais céleste, Sun Wukong se vanta encore de ses pouvoirs devant le Bouddha, oubliant qu'au-dessus de chaque montagne se dresse une montagne plus haute. Il finit par se nuire à lui-même et fut emprisonné sous la montagne des 5 éléments. Le Tai Gantan dit « L'aigle paraît dormir debout, le tigre marche comme malade, c'est ainsi qu'ils attrapent et mordent leur proie. Ainsi, l'homme de bien, bien qu'intelligent, ne laisse pas transparaître ses talents pour pouvoir, le moment venu, porter de lourdes responsabilités. Le véritable homme fort ne se montre jamais, il accumule silencieusement sa puissance. Peu importe à quel point une personne est brillante, elle doit apprendre à évaluer la situation et cacher humblement ses talents. À l'époque des royaumes combattants, le roi Wu de Qin, souverain de l'état de Qin, était d'une bravoure inégalée et nourrissait de grandes ambitions. C'était un homme accompli tant sur le plan civil que militaire. Sous son règne, le royaume de Qin restreignit continuellement l'état de Chu et lança des offensives qui finirent par écraser l'état de Shu, renforçant ainsi considérablement la puissance nationale. Mais un souverain aussi éclairé perdit pourtant la vie à cause de sa volonté de montrer sa force. Un jour, le roi Wu de Qin et son garde du corps Meng Yui se trouvaient dans le palais du roi de Chu à Luoyang, où ils s'affrontèrent dans un concours de levée de trépied. Désireux de prouver sa bravoure, le roi Wu de Qin ignora les avertissements, ne tenant pas compte de ses propres limites physiques, et souleva imprudemment le trépied. Résultat, épuisé, les yeux saignants, les os des jambes brisés, il rendit l'âme le soir même, à l'âge de seulement 23 ans. C'était l'âge où l'on est en pleine vigueur pour réaliser les ambitions d'une vie. Le Zhuyi dit « L'homme de bien cache ses talents et n'agit qu'au moment opportun ». Posséder de grandes capacités est une fierté, mais si l'on ne sait pas se contenir et que l'on se vante devant les autres, cela ne peut qu'attirer des malheurs inattendus. Ne révèle pas tes faiblesses et ne te vante pas non plus de tes talents. Car lorsque tu exhibes tes capacités devant les autres, c'est aussi le moment où ta valeur personnelle se déprécie. Troisièmement, ne te vante pas de ton intelligence. Le plus intelligent des disciples est Shao Jing. Shao Jing nous donne l'impression d'un homme doux et honnête, mais en réalité, il est d'une grande finesse d'esprit et possède une profonde compréhension des relations humaines. Simplement, Wu Jing est quelqu'un qui connaît la valeur de l'humilité. Il ne se vante jamais de son intelligence devant les autres. Tout au long du voyage à la recherche des Écritures, ce n'est qu'au moment crucial que Wu Jing prend la parole. Dans l'épisode « 3 combats contre le démon aux os blancs », alors que Tang Sanzang punit sévèrement Sun Wukong, Shao Jing ne prononce pas un mot pour plaider sa cause. Lorsque Sun Wukong fut chassé, Wu Jing ne prononça pas un mot pour le retenir. Pendant toute cette période, il resta en retrait, conservant une attitude digne. Plus tard, lors du combat contre le démon au manteau jaune, Shao Jing fut capturé. Zhu Bajie, impuissant,
n'eut d'autre choix que d'aller solliciter l'aide de Sun Wukong. Ce dernier le réprimanda en disant « Shao Jing, pourquoi ne m'as-tu pas supplié d'être pardonné ce jour-là » Shao Jing ne s'expliqua pas longuement. Il se contenta de dire calmement 6 mots. Un homme de bien ne ressasse pas le passé. En une phrase brève, il flatta habilement Sun Wukong tout en exprimant ses propres remords. Ainsi, le conflit entre les deux fut aisément résolu. C'est précisément parce que Shao Jing savait évaluer la situation et agir avec justesse, tout en évitant de se mettre en avant, qu'il fut toujours estimé et chéri par Tan Zhang. Le Kai Gentan dit « Cache l'habileté sous la maladresse, use de l'obscurité avec sagesse, dissimule la clarté dans le chaos, prend le courbé pour étirer. » Plus une personne est intelligente, plus elle sait masquer sa propre sagesse. Si quelqu'un affiche constamment son intelligence, alors il finira par n'accomplir aucune chose. Comme on le dit, l'homme talentueux paraît simple d'esprit, ou encore le discret porte la jarre en courant. Ceux qui sont véritablement intelligents savent souvent faire semblant d'être confus au bon moment. 4. Ne pas se vanter de ses mérites. Lorsque Sun Wukong sema le chaos dans le palais céleste, 100 000 soldats célestes ne purent le vaincre. Par la suite, Guan Yin recommanda le dieu Erlang à l'empereur de Jade. Le dieu Erlang ne déçut pas les attentes. Avec l'aide de Taishang Laojun, il parvint à capturer Sun Wukong. Il fut ainsi estimé par l'empereur de Jade. Cependant, lorsque l'empereur de Jade publia un édit pour saluer ses exploits, le dieu Erlang demeura d'un calme absolu, sans aucune marque d'arrogance. Au contraire, il attribua les mérites à Guan Yin et à Taishang Laojun. Lorsqu'il reçut les récompenses, il les partagea avec ses subordonnés. Après avoir remercié l'empereur de Jade, il retourna vivre en retrait à Guanjiangkou. Zheng Guofan a dit « Rencontrer l'adversité en premier revient à soi-même. Céder tout le mérite aux autres, voilà le fondement d'une grande œuvre. Lorsqu'on obtient des résultats, il faut apprendre à les partager. Face aux difficultés, il faut être le premier à les affronter. Plus une personne est d'un niveau inférieur, plus elle défend ardemment ses intérêts personnels. Plus une personne s'élève, plus elle est capable de lâcher prise et de partager, et plus elle récolte des résultats supérieurs aux avantages matériels immédiats. Lao Tzu a dit « Il engendre sans posséder, accomplit sans s'approprier. Il donne naissance sans revendiquer, et il accomplit son œuvre sans s'y attacher. Fournir des efforts sans se vanter, obtenir des mérites sans arrogance, voilà ce qui fait la noblesse d'un individu. Un talent hors du commun mène difficilement à l'humilité. La véritable sagesse réside dans la dissimulation. Réussir sans orgueil, mériter mais savoir partager. C'est ainsi que la voie devant soi devient vaste et lumineuse. » Guigouzi a dit « La voie du sage réside dans l'art de se dissimuler. » Le maître Bodhi avait également averti Wukong « La renommée naît des jours passés dans la pauvreté. Les échecs surgissent souvent dans les moments de satisfaction. Il s'avère que la vanité n'est qu'une expression du mal, tandis que l'humilité recèle le bien. Une ostentation excessive n'est en fin de compte que le reflet du vide intérieur.